Médias vivants. Chaque mois, un ou une journaliste raconte sur scène une enquête inédite face à vous le temps d'une soirée, pour amener l'info là où elle ne va pas. Ce mois-ci, le business des crèches. Une enquête de Daphné Gastaldi. Depuis un an, c'est la crise dans le monde des crèches, bien loin des images de communication douces et attirantes que l'on peut voir. Les grands groupes de crèches qui concentrent l'essentiel du secteur privé veulent éviter de devenir le prochain Orpea de la petite enfance, du nom de cette multinationale de maisons de retraite en plein accident industriel depuis 2022, depuis des révélations de maltraitance, l'aboutissement parfois d'une course effrénée au profit. Dans la petite enfance, le déclencheur a été un drame terrible, la mort d'un enfant à Lyon l'an dernier. S'en sont suivis des inspections, des rapports, 2 livres d'enquête, dont notre ouvrage « Le prix du berceau » écrit avec Mathieu Péris. De quoi susciter une réaction politique et nationale encore jamais vue. Depuis septembre, le gouvernement fait des annonces pour contrôler, recadrer, revaloriser le secteur. L'objectif est de créer un service public de la petite enfance dont feront partie les entreprises. Les salariés sur le terrain qui dénoncent depuis des années la souffrance et les conditions de travail attendent encore de savoir avec quels moyens et quelles garanties. Le 15 septembre, la nouvelle ministre des Solidarités et des Familles, Aurore Bergé, a même convoqué des grands groupes de crèches. On les surnomme les Big Four, les 4 géants. Leur nom vous dit peut-être quelque chose, les petits chaperons rouges, Babylou, la Maison Bleue ou People and Baby. En enquêtant, on s'est rendu compte de problèmes exacerbés dans le secteur privé à but lucratif. Alors certaines structures fonctionnent bien, heureusement, mais cela repose trop souvent sur la capacité de résistance d'un directeur ou d'une directrice de crèche face à des objectifs chiffrés, face aux commerciaux. En avril dernier déjà, l'Inspection générale des affaires sociales révélait un rapport sévère. Les inspecteurs dénonçaient des maltraitances institutionnelles et une qualité d'accueil très dégradée dans certaines crèches. Ils pointaient les risques de dérive du secteur dus à un travail à la chaîne, à une banalisation des faits de violence ou à une méconnaissance pour signaler des cas. À la lecture du rapport, parfois insoutenable, on voit près de 2000 témoignages de maltraitance physique, des cas extrêmes, des enfants insultés, frappés, brûlés, parqués, gavés de force ou jetés dans leur lit. Les salariés nous ont raconté sur le terrain, preuve à l'appui, cette course au berceau qui peut avoir des conséquences dévastatrices. Une pression pour optimiser les coûts, pour remplir, trop d'enfants à charge des adultes, un manque de formation tout en étant sous-payé, un cocktail dangereux alors que tout le secteur est en surchauffe. Il faut savoir qu'en France, on manque de 200 000 places de crèches et de 10 000 employés, selon un rapport de Matignon de 2021. La moitié des crèches est concernée par cette pénurie, que ce soit dans le privé ou dans le public. On a 18% d'enfants en France qui sont gardés dans les crèches, comme on peut voir sur ce graphique. Les autres le sont par leur famille ou par des assistantes maternelles. Alors, les gouvernements successifs, pour résorber cette pénurie, ont ouvert le marché au secteur privé. Aujourd'hui, un quart des crèches sont aux mains du secteur privé à but lucratif. Un boom en seulement 20 ans, car le marché ne s'est ouvert qu'en 2004 au secteur privé. Il pèse aujourd'hui 1,5 milliard de chiffre d'affaires, selon un rapport de 2021. Et ces 10 dernières années, 80% des nouvelles places de crèches l'ont été par des entreprises, notamment grâce à l'essor de ce qu'on appelle les micro-crèches, des petites structures qui peuvent accueillir une douzaine d'enfants, plus faciles à mettre en place et plus rentables. Dans les crèches privées, l'entreprise par qui le scandale est arrivé s'appelle People and Baby. Remontons un an en arrière. Le 22 juin 2022,
Le pire est arrivé dans une crèche du groupe People and Baby, à Lyon, non loin de la gare Pardieu. Une salariée, seule en poste, accueille les premiers enfants et fait le ménage. Un bébé s'agrippe à elle, excédée par ses pleurs et pour d'autres raisons, elle va commettre l'impensable. Elle lui fait ingérer du Destop, de la soude caustique, pour déboucher les canalisations. Quelques heures plus tard, l'enfant empoisonné décède. Le procès n'a toujours pas eu lieu. Les scellés sont toujours posés sur la porte d'entrée de la crèche, comme le montre cette photo prise récemment à Lyon. On y voit la nature de l'infraction, meurtre. Depuis, l'émotion nationale n'est pas retombée et pousse les politiques à agir. Les langues se délient de plus en plus sur la mauvaise gestion dans certaines structures privées. Que faire contre la surcharge de travail? Peut-on laisser une salariée seule en poste avec les enfants? Comment les soutenir, les contrôler, les former? Toutes ces questions attendent encore des réponses. Mathieu Péris, alors journaliste à Médiacité à Lyon et co-auteur du livre Le Prix du berceau, commence à enquêter à ce moment-là. Il retrouve des cadres qui ont quitté le secteur de la petite enfance pour se reconvertir parfois dans l'automobile, des repentis, désabusés par ce qu'ils appellent la course folle au profit. Tout le secteur est concerné, mais les crèches municipales sont épargnées sur un point: elles recherchent l'équilibre et non le profit. Elles n'ont pas à optimiser sur les salaires, à rogner sur les fournitures ou sur les jouets. Il faut savoir que parfois, les économies sont faites sur le matériel, sur les jouets, sur les fournitures. Des ateliers promis à grand renfort de publicité, comme des ateliers bilingues, n'ont pas toujours lieu, faute de temps, faute de moyens, voire faute de compétences. Quand ce ne sont pas des économies qui peuvent être faites sur les couches ou sur la nourriture. Le personnel absent n'est pas remplacé à temps. Le secteur n'attire plus, vu les conditions de travail. Des directrices, parfois avec trop peu d'expérience, sont catapultées à la tête de plusieurs structures avec le nez plongé dans des tableaux Excel et des objectifs intenables à suivre quand il y a une directrice dans la crèche. Non loin d'ici, à Vitrolles, un groupe de parents a vécu une mauvaise expérience dans une crèche du plus grand groupe de France, les Petits Chaperons Rouges. Le 19 janvier 2023, Doris Valero, une mère de famille, prend son courage à deux mains et envoie ce message sur le groupe WhatsApp des parents de la crèche. Est-ce que vous aussi, vos enfants ont très faim le soir en rentrant pour que je fasse remonter les informations? Ce simple message va ouvrir la porte à d'autres témoignages. Rapidement, les parents se rendent compte qu'il manque des repas régulièrement. En confrontant la directrice, le responsable de secteur, la coordinatrice et le responsable régional du groupe Les Petits Chaperons Rouges. Le lendemain d'une réunion à la crèche, une autre mère de famille, Nesrine Baraf, décide d'aller s'en rendre compte par elle-même. Le 4 avril, cette enseignante de profession décide d'aller porter plainte. Voici ce qu'elle dit aux policiers. « Je suis rentrée à la crèche et je suis allée à l'atrium. C'est là où les enfants prennent le repas. Devant moi, il y avait l'îlot où mangeait ma fille. Sur le chariot se trouvaient les barquettes du prestataire avec écrit dessus 5P. J'ai alors compris que 5P voulait dire 5 portions. Sauf que ce jour-là, il y avait 8 enfants, soit 3 repas de moins. Une enquête interne va être menée grâce à l'alerte de ses parents. Rapidement, ils découvrent qu'il pouvait manquer jusqu'à 8 repas certains jours. Les Petits Chaperons Rouges ont répondu à nos questions et ils garantissent que la politique de l'entreprise est 100% de repas par enfant, qu'il y a des petits pots en stock en cas de problème. Pour eux, c'est un manquement individuel. La directrice a été licenciée depuis. Ce qui est dénoncé, c'est la fréquence de ces manquements individuels. Ce ne sont pas des cas isolés comme aimeraient le faire croire certains grands groupes de crèches.
Il faut savoir que nous avons reçu des dizaines de témoignages similaires, des salariés, des directrices de crèches qui nous ont raconté comment elles recevaient des consignes d'enlever systématiquement 1, 2, voire 3 repas par jour, en pariant sur de probables absences et pour faire des économies. La plupart du temps, ça pourrait passer. Mais le problème, c'est quand tous les enfants sont au complet. Elles se retrouvent à couper des omelettes en 4, des fruits, à partager des compotes ou à courir à la supérette du coin parce que les enfants ont faim. Il y a eu d'autres alertes dans le groupe Les Petits Chaperons Rouges. C'est ce qu'on a découvert pendant cette enquête, notamment dans le Val d'Oise, dans 3 crèches de ce groupe. En 2018, un cabinet indépendant a auditionné les salariés et a dressé un rapport sans appel. Les repas sont insuffisants et il y a une restriction sur les fournitures. Le groupe a contesté cet audit, qui avait d'ailleurs fuité dans une émission Pièce à conviction. Mais en enquêtant plus, on est remonté au niveau national. On s'est rendu compte qu'il existait une prime pour les directrices au sein du groupe Les Petits Chaperons Rouges. Une prime de performance, soyons clairs. Parmi les critères pour obtenir cette prime, il y avait le ratio de repas commandés par enfant, qui pouvait représenter près de 400 € sur cette prime, qui montait jusqu'à 3 800 €. La prime globale, je précise. Ce critère pouvait avoir des effets pervers. C'est ce que des cadres en interne nous ont analysé. L'entreprise assure que c'était destiné à lutter contre le gaspillage alimentaire. L'effet pervers, c'est que ça a pu pousser des directrices à faire en sorte d'économiser sur les repas pour obtenir cette prime et arrondir leur fin de mois. Depuis, ce critère a été retiré. Dans le cas de Vitrolles, aujourd'hui, 9 parents au moins ont porté plainte. Ce sont des chiffres du parquet d'Aix-en-Provence du mois de juin. Certains parents ont décidé d'alerter la presse aussi, la Provence ou BFM. Et parmi ces parents, 2 mères ont mené l'enquête et elles vont nous rejoindre ce soir, si vous voulez bien monter sur scène. Bonsoir. Lisa Sedjerbi, vous êtes donc assistante sociale et vous avez fait plusieurs signalements sur la crèche de votre enfant. Jessica Scalérandi, vous êtes fonctionnaire et vous avez même travaillé pour la police auparavant. À vous deux, avec vos compétences, vous avez su comment signaler et aider les autres parents à porter plainte. Vos enfants, je précise, ne sont plus dans cette crèche aujourd'hui, ce qui vous permet de parler plus librement. Alors, pour commencer, expliquez-nous peut-être déjà combien vous payez pour cette crèche, repas, compris qu'on comprenne le coût de ces crèches. Ça dépend effectivement de notre contrat. Pour ma part, c'était environ 400 € par mois. C'était 400 € par mois et il y allait 4 jours par semaine. Ok. Quand vous avez eu la confirmation qu'il manquait des repas, vous avez fait les choses dans l'ordre en fait. J'ai été surprise de voir avec méthode comment vous avez signalé les choses. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Lisa, pour commencer ? Le fait qu'on se soit regroupés et qu'on ait constaté toutes, parce qu'on était principalement des mamans à ce moment-là, que nos enfants manquaient de repas et que ça nous avait été confirmé, nous a permis de mutualiser nos compétences et de pouvoir faire appel aux autorités compétentes plutôt que d'aller de suite au front. Et nous, on voulait des réponses et on voulait surtout que les petits chaperons rouges prennent leurs responsabilités. Donc on a fait appel. Dans un premier temps, on a contacté la crèche, on a contacté les dirigeants des petits chaperons rouges et face à leur langue de bois, nous avons écrit au procureur de la République. Nous avons contacté la PMI, nous avons contacté le contrôle social de la CAF, nous avons déposé plainte. On a fait tout ça dans l'ordre et à l'heure d'aujourd'hui, on n'a aucun retour, bien évidemment, de toutes ces démarches entamées. Néanmoins, les choses avancent puisque d'autres parents sont toujours en train de déposer plainte et on a espoir que la situation évolue rapidement. Ce qu'il faut signaler, c'est que vous avez fait les choses dans l'ordre, d'abord en interne dans la crèche, puis des signalements extérieurs. À partir du moment où vous avez eu un document écrit qui prouvait qu'il manquait énormément de repas dans cette crèche. Lisa, pour continuer, vous avez écrit un mail le 21 mars 2023 à la PMI, la protection maternelle et infantile. C'est eux qui inspectent les crèches. Vous écrivez ceci.
Nos enfants ont été victimes de malnutrition et d'insécurité compromettant leur développement psychique et physique. Sous prétexte que le problème est résolu, personne ne prend ses responsabilités antérieures et aucune réponse réelle n'est apportée par le groupe Les Petits Chaperons Rouges. Suite à ce message adressé à la PMI, est-ce qu'il y a eu des contrôles dans la crèche ? Il semblerait qu'il y ait eu des contrôles. Alors, suite à toutes les démarches ont été faites en simultané auprès de la PMI, du procureur, du conseil départemental, enfin de tout le monde. Il semblerait qu'il y ait eu des contrôles. On a pu avoir confirmation qu'il y a eu un contrôle inopiné, parce que c'est ce qu'on voulait, nous. On ne voulait pas le contrôle de la PMI qui arrivait annoncé 6 mois à l'avance, où tout le monde se préparait, où les enfants mangeaient limite du foie gras, mais on voulait un contrôle inopiné qui allait pouvoir faire état des réels dysfonctionnements. Oui, parce qu'il faut savoir que c'est très difficile d'avoir les suites d'un contrôle de PMI. On n'a pas accès au compte-rendu automatiquement. Vous, Jessica, quel autre problème de gestion vous avez découvert dans cet établissement ? Il n'y avait pas que le problème des repas. Donc en fait, non, il n'y avait pas que le problème des repas, même si à la base, c'est celui-là qui a été très rapidement mis au grand jour. C'est tout l'après, c'est-à-dire qu'à partir du moment où, comme vous dites, on a eu le document en main qui affirmait ce qu'on redoutait, c'est que tout s'est enchaîné. On nous a présenté à la dernière réunion avec tous les pontes de la crèche un plan d'action où la première ligne était quand même, donc c'est écrit noir sur blanc, un repas à un enfant. Ils s'attendaient peut-être à ce qu'on les applaudisse parce que pour nous ça semblait normal, un repas à un enfant jusque-là. On nous a promis de la sécurité parce qu'on avait soulevé qu'une porte s'ouvrait très facilement. Donc à tout moment les enfants étaient dehors, sur la voie publique. Et une autre ligne du plan d'action, c'était de ne pas laisser les enfants seuls dans le dortoir. De ne pas laisser les enfants seuls dans le dortoir, parce que mon fils en faisait partie. Il dormait 4 heures l'après-midi. Et étant donné que les autres enfants se levaient, on les prenait, on allait goûter. Et ceux qui dormaient, ils continuaient à dormir tout seuls. Donc voilà, il y a eu ça. Il y a eu aussi une fois, donc un cas isolé, où un personnel qu'on ne peut pas accabler parce que c'était sûrement une intérimaire qui avait fait sa seule et unique journée dans cette crèche, m'a fait les transmissions de mon enfant, on va dire, vous allez comprendre pourquoi. Et au moment de partir, elle a appelé une autre petite fille pour que « Viens rejoindre ta maman ». Alors que moi, j'ai un garçon. Donc, à tout moment, je pouvais partir avec une autre petite, quoi. Enfin, voilà. Donc, en fait, ça s'est enchaîné. Là, on nous disait « Ok, faites-nous confiance, on vous promet ce plan d'action, on veut renouer le lien avec vous ». On y a cru, je mets des guillemets. Et en fait, ça s'est empiré. Ça s'est empiré. Le groupe maintient dans ses réponses que la situation est réglée aujourd'hui, mais concernant votre période, vous, Jessica, vous avez porté plainte et vous avez aidé les autres parents à porter plainte. Racontez-nous comment vous êtes décidé à pousser la porte de ce commissariat. En fait, moi, je travaillais dans l'administratif et je travaillais en police judiciaire à l'époque. Et je sais qu'il est très difficile de porter plainte, surtout quand on est beaucoup. C'est compliqué. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis rendue au commissariat de Vitrolles. J'ai demandé des renseignements pour justement déposer plainte en prévenant que ça risquait d'être un peu un collectif, quoi, pas un cas isolé. Et donc, du coup, j'ai eu affaire à une médiatrice qui était super géniale. Elle nous a orientés à Marignane, donc vers le service compétent, qui s'occupe donc du groupe d'atteinte à la personne. Et par système de rendez-vous, on a pu être entendus. Donc, en fait, pour leur faciliter le travail, on a établi une liste grâce à notre groupe WhatsApp magique. Et aux parents qui ont signé la lettre qu'on avait fait au départ de nos doutes. On a monté donc, du coup ce groupe, on a récupéré les coordonnées de tous les parents, on les a remis aux policiers qui ont contacté les parents les uns après les autres. Après, on est passé chacun à notre tour et on a raconté ce qu'on avait à raconter, sachant qu'ils nous ont bien dit qu'en fait toutes les plaintes étaient reliées sur la même enquête et que c'était important d'agir méthodologiquement pour que l'enquête, justement, elle soit groupée. Parce que si on avait porté plainte indépendamment, en fait, ce que ça aurait donné, c'est qu'ils n'auraient pas pu ouvrir 50 enquêtes différentes. Là, ça fait vraiment effet boule de neige. Et ce qui a fonctionné en plus de ça, c'est que notre histoire a tourné dans les médias, sur les réseaux, malgré nous, et qu'on a retrouvé une maman
qui avait vécu un calvaire dans cette crèche et qui du coup n'avait pas pu porter plainte parce qu'elle était toute seule et qu'elle se sentait isolée et que du coup grâce à ça elle a pu être entendue parce qu'elle a déménagé, elle habite plus à Marseille, elle a pu être entendue et porter plainte aussi à son tour. J'ai pu échanger avec cette mère de famille pendant l'enquête. Effectivement, souvent, c'est rare de trouver des actions collectives de parents, puisqu'ils se sentent isolés et ont l'impression qu'il n'y a que eux qui remarquent des problèmes dans la crèche. C'est pour ça que votre cas est un peu hors norme aussi et intéressant à documenter. Dans cette crèche à Vitrolles, l'équipe était très instable aussi. En retrouvant des messages internes, j'ai calculé, il y avait au moins 7 professionnels qui se sont succédés en 1 mois et demi dans la crèche. Il y avait un turnover très important. Depuis que le scandale a éclaté, les petits chapeaux rouges disent que l'équipe est stabilisée. Mais en fait, c'est très fréquent dans les crèches d'avoir autant de turnover. Quel impact ça a eu pour vous, pour vos vies familiales, professionnelles ? Alors, moi, je n'ai pas eu le choix que de laisser mon enfant à la crèche jusqu'au 30 juin. 2023. 2023. Ça a été très compliqué parce que du fait de ce changement récurrent de professionnel, mon enfant était complètement déstabilisé, il avait des troubles du sommeil, il commençait à devenir agressif parce qu'il faut savoir qu'à partir de là et à partir de la multiplicité de professionnels qui sont intervenus sur la crèche, nous n'avions plus aucun projet éducatif. Alors le beau projet qu'on a signé et qu'on payait, parce que 400 €, on ne payait pas que les repas et l'accueil quand même, je tiens à le préciser, n'existait absolument plus. Donc les enfants étaient gardés. Tout simplement, dans une pièce. Donc, on récupérait les enfants le soir avec des morsures, des griffures. Le mien, je pense, faisait partie de ceux qui mordaient et griffaient. Donc, ça a été très compliqué. Donc, ça a été rendez-vous chez le psychologue. Ça a été sollicitations diverses à la crèche pour qu'ils soient vus par le psychologue de la crèche. Ça a été arrêt de travail parce que je ne pouvais pas laisser mon enfant dans des conditions où je ne savais pas comment j'allais récupérer le soir en partant m'occuper des enfants des autres. Beaucoup de parents ont signalé avoir dû arrêter de travailler, se mettre en télétravail, voire se reconvertir. Moi, je l'ai enlevé le 30 mars. En fait, ce que disait Lisa au début, c'est que c'était un groupe de mamans parce qu'on avait peut-être peur de la réaction de nos maris. Donc, du coup, on a voulu les préserver et assumer, nous, tout ça. Donc, c'était des conversations très tardives où, heureusement, qu'on était ensemble, en fait. Et bon, après, forcément, les papas se sont quand même impliqués, venaient aux réunions avec nous. Voilà. Et moi, ce 30 mars, donc, c'était le jour où elles ont fait, les filles, un droit de retrait. Donc, je suis arrivée le matin et elles n'ont pas voulu accueillir les enfants parce qu'il y avait eu une interview dans BFM. Donc, elles se sont senties menacées. Elles n'ont pas voulu accueillir nos enfants. Donc, les salariés. Oui, les salariés. Donc, du coup, on est reparti avec nos enfants. Et moi, ce jour-là, j'étais seule à tenir mon service. Donc, je pouvais pas fermer. Donc, je suis descendue à l'évêché avec mon fils de 3 ans. Et j'avais 15 jours de télétravail par semaine et j'ai eu une énorme chance d'être tombée dans un service où les gens étaient plus qu'humains et ils acceptaient que je vienne 2 fois par semaine avec mon fils au travail, donc dans un commissariat, ce qui n'est pas forcément le plus génial. Les autres jours, je coopérais avec mes parents qui travaillent toujours. Donc, ils ont dû poser leur jour de congé. Et depuis cela, mon conjoint a entrepris des démarches de reconversion parce que ça a créé une culpabilité chez nous où on s'est dit, pour aller travailler, pour gagner de l'argent, on confie nos enfants à des personnes en qui on pensait avoir confiance et qu'on ne peut pas. Et on se dit aujourd'hui, si on a un deuxième enfant, on ne veut pas qu'il aille en crèche. Donc, en fait, ça remet inconsciemment tout en question. Et puis, je tiens à préciser quand même qu'effectivement, on a voulu faire les choses dans les règles parce que c'était important pour nous de faire les démarches en temps voulu et auprès des personnes qui étaient vraiment incriminées. Les professionnels, on ne les a jamais incriminées parce qu'on savait aussi la pression qu'elles subissaient. Et on a eu ce détournement, en fait, de responsabilité. On a voulu nous faire croire que c'était nous, les parents, qui étions des mauvais parents, des parents harceleurs, parce que nous mettions le doigt sur les dysfonctionnements. Et comme on l'a précisé, on a fait les choses dans l'ordre. À aucun moment, on a eu des comportements inappropriés. Ce qui n'aurait sans doute pas été le cas dans d'autres crèches et avec d'autres types de parents. Et puis vous êtes allé voir, par exemple, les médias en dernier recours, pas du tout au début. Vous avez voulu régler les choses bien au fur et à mesure. Et c'est les médias qui nous ont permis, finalement, de faire avancer l'affaire. Parce qu'en médiatisant, on a eu plus de témoignages.
Il y a quelques jours, vous avez même écrit un mail à Charlotte Cobel, la secrétaire d'État auprès de la ministre chargée de la petite enfance, début décembre. Que lui avez-vous demandé ? On lui a demandé qu'elle prenne aussi ses responsabilités face à ce débat et qu'on ait des réponses qui soient apportées aujourd'hui face à ce qu'on a fait remonter. Nous, ce qu'on souhaite aujourd'hui, nos enfants ne sont plus à la crèche, ils sont plus... finalement, ils sont plus victimes de ce qui se passe, mais d'autres enfants le sont. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour ces enfants ? Quels sont les moyens de contrôle et quels sont les retours, en fait ? Je ne veux pas que l'affaire finisse au fond d'un tiroir et que finalement on dise, ben voilà, c'est fini, c'est fait, c'est pas grave. Il est inadmissible que nous laissions des enfants de 3 ans, voire moins de 3 ans, sans repas et que ça continue. Et si je peux me permettre, on était parents des grands. Donc du coup, cette histoire, elle a commencé le 19 janvier. Et donc, ils ont tenu, parce que les réunions se sont enchaînées jusqu'en mars, où on a appris la vérité. Et je pense qu'ils se disaient au fond d'eux, elles vont partir, ils vont rentrer à l'école, on va être tranquille. Et nous, on les avait prévenus. On leur avait dit, mais nous, on continuera parce que, justement, on ne veut pas que ça continue. Parce que ce qu'on a vécu en tant que parents, on ne veut pas que les autres le vivent. Et la preuve en est, c'est que moi, quand j'ai dit... Je suis dans les premières à avoir retiré mon enfant avec Doris. Et quand on a demandé les termes du contrat, à 9h du matin, c'était « vous avez 2 mois de préavis ». Elle nous a sorti tout un texte de loi. Et puis 1 heure après, c'était « vous n'avez pas de préavis, vous pouvez partir ». Donc vous avez mené ce combat aussi pour les futurs enfants de cette crèche. Oui. Je vous remercie beaucoup, Jessica et Lisa. On se retrouve dans le débat tout à l'heure. Pour faire suite aux questions des parents, voici des éléments de langage. Ouvrez les guillemets. Je comprends votre inquiétude. Ce livre ne reflète absolument pas la réalité et le quotidien dans nos crèches. Ou alors, je comprends votre inquiétude. Notre politique, c'est un repas par enfant présent et autant de couches que besoin. Et puis, sur les réseaux sociaux, ne participez pas aux posts, aux commentaires, nous mettant en cause. Ces éléments de langage ont été envoyés à tous les salariés du groupe Les Petits Chaperons Rouges ou La Maison Bleue, au moment où nous sortions notre livre Le Prix du berceau. Il faut savoir que les entreprises ont fait appel à des agences de communication spécialisées dans la gestion de crise, comme Tadeo, Imachette ou Havas. L'enjeu financier est colossal pour ces empires des berceaux. Des petites PME sont devenues en quelques années des grands groupes, voire des multinationales. Leur développement repose en grande partie sur de l'argent public. Ce sont les impôts qui financent largement les places de crèches ou la construction de nouvelles structures. Mais qui pour les contrôler ? La police des crèches, la protection maternelle et infantile, que l'on va appeler la PMI, est en sous-effectif depuis des années. Un quart des départements n'a même pas une seule personne à temps plein pour inspecter les crèches. Et quand elles le font, ce sont sur des questions de bâtiments, de sécurité, d'hygiène. Comment repérer en quelques heures seulement sur place des cas de maltraitance, des rationnements de repas ? Exceptionnellement, à Lyon, après le drame de l'année dernière, la PMI a fait une descente surprise dans 35 crèches du groupe People and Baby, ce qui a permis de révéler des équipes instables, des problèmes de formation, une plainte déposée à la police par des parents qui ne leur avaient pas été remontés. Nous avons pu récupérer ces documents difficilement d'ailleurs, car ça reste très opaque. Mais la plupart du temps, la PMI annonce ses contrôles, ce qui peut laisser le temps aux structures de se préparer et de présenter une plus belle vitrine. Depuis quelques mois, la situation évolue. Les ministres successifs, Jean-Christophe Combes et Aurore Bergé, ministres des Solidarités et des Familles, ont appelé à une culture du contrôle. Les préfets ont été sollicités. Cela s'inscrit aussi dans la volonté de créer un service public de la petite enfance d'ici 2025. La ministre Aurore Bergé a rappelé la promesse de créer 200 000 places de crèche, ce qui paraît intenable pour
tous les acteurs du terrain, privés comme publics. Elle a reparlé aussi donc d'une enveloppe pour revaloriser les salaires de 200 millions d'euros. Elle souhaite qu'il n'y ait plus d'adultes seuls avec des enfants et qu'il y ait moins d'enfants à charge par adulte dans les crèches. Reste à savoir comment cela sera mis en place. Nous avons envoyé une demande d'interview à la ministre, des questions précises. Nous attendons toujours. Une commission d'enquête a été votée fin novembre. C'est la nouveauté. L'objectif était d'enquêter sur les dérives de la financiarisation des crèches et de suivre l'usage de l'argent public. Que devient 1 euro versé par la CAF ou le crédit impôt famille dans une crèche? Cette commission a été lancée à l'initiative du député William Martinet de la France Insoumise. Pour lui, il est temps d'ouvrir la boîte noire des grands groupes de crèches. N'attendons pas qu'un scandale Orpea de la petite enfance éclate, a-t-il demandé aux députés avant le vote. Par esprit de compromis, cette commission d'enquête va aussi enquêter sur les crèches publiques. C'était une demande des groupes, notamment les Républicains et Renaissance, le mouvement d'Emmanuel Macron. Alors on l'a appris hier, cette commission va être dirigée par des députés Renaissance et les Républicains qui ont voté contre le principe de cette commission. Et notamment, il va être présidé par un député Les Républicains, Thibault Bazin, qui soutient les entreprises privées à but lucratif depuis plusieurs mois. La France Insoumise dénonce, je cite, un sabordage de la commission d'enquête. Nous verrons dans les prochains temps comment cela va se passer. Ce soir, nous allons accueillir une membre de cette commission. Il s'agit de Michèle Peyron. Elle est députée Renaissance en Seine-et-Marne depuis 2017. Elle a participé récemment à une mission flash sur les crèches avec une députée socialiste, Isabelle Santiago. Elles ont fait 54 recommandations sur les crèches qui ont été majoritairement reconnues par l'ensemble du secteur. Michèle Peyron a aussi travaillé sur la PMI longuement. Sa position reste claire. Il ne faut pas jeter l'opprobre non plus sur le secteur privé. Pour comprendre davantage, nous l'accueillons ce soir. Madame Peyron, si vous voulez bien nous rejoindre. Bonsoir Michèle Peyron, merci de nous avoir rejoints pour parler de ce sujet si important. Donc, pour vous présenter un peu plus, vous êtes devenue députée En Marche à 56 ans, après avoir fait toute votre carrière dans le privé, dans le bâtiment. Et commençons par l'actualité. Vous êtes membre de cette commission d'enquête. Vous allez être en soutien à la rapporteure Renaissance Sarah Tanzili. Vous avez longtemps travaillé donc sur la dérive des crèches. Vous ne niez pas qu'il y ait une grande majorité de négligence qui ait lieu dans le secteur privé. Et pourtant, vous, votre parti, vous avez voté contre cette commission d'enquête. Alors, expliquez-nous pourquoi un tel écart entre ce que vous avez pu faire dans vos recommandations sur les crèches et cette posture politique. Bonjour à tous et à toutes. Le grand écart. C'est pas facile de faire un grand écart en politique, surtout quand on reconnaît qu'il y a des dérives qui mettent en danger les enfants qui sont confiés à ces crèches, à ces grands groupes, mais pas seulement. Mais pourquoi j'ai voté contre ? Je voulais m'abstenir, mais bon, s'abstenir pour moi, c'est botter en touche, et c'est pas de ma nature. Alors, parce que mon collègue Martinet, qui a salué notre mission flash à Isabelle Santiago et moi, sauf pour la partie du CIFAM, Crédit Impôt Famille. Crédit Impôt Famille, qui est donc distribué aussi bien aux crèches publiques qu'associatives et privées. Alors, pourquoi ? Parce que William Martinet... De la France Insoumise. Oui, de la France Insoumise. Bon, quand on parle enfant, on ne parle pas... parti politique, hein, il fait partie, comme je fais partie de la délégation aux droits des enfants qui a un peu plus d'1 an maintenant, dont je suis vice-présidente, et William fait partie aussi de la délégation aux droits des enfants. Donc quand on se réunit dans cette délégation, c'est l'enfant qui prime. Sauf que William, quand on regarde sa PPR, alors c'était une proposition de résolution qui voulait donc qu'il y ait cette commission d'enquête, qui a été votée, comme vous l'avez dit. Pourquoi le fait de vouloir s'attaquer simplement,
simplement, à la financiarisation des crèches privées. Moi, qui finance les crèches privées, c'est de l'argent, pas de souci. Mais moi, le souci, c'est l'enfant et les familles. Pour préciser, la France Insoumise veut compter auditionner en tout cas des fonds d'investissement donc certains grands groupes devenus des multinationales sont aujourd'hui adossés à des fonds d'investissement. Et c'est cette course au profit qui est dénoncée aujourd'hui. Voilà, nous, avec Isabelle Santiago, on a mis devant William Martinet devant le fait qu'il y a d'autres manières de faire plier les crèches privées. On a sorti donc cette mission flash avec 54 préconisations. C'est d'abord qu'il y ait du contrôle. Il peut y avoir des contrôles financiers. Quand il y a eu le scandale des EHPAD, il y a eu ce contrôle et c'est pour ça qu'ils ont du mal à s'en remettre. Mais c'est tant mieux. Parce que des dizaines de millions d'euros d'argent public ont été réclamés aux maisons de retraite suite au scandale. Oui, parce que l'argent public peut être donné à des structures privées qui fonctionnent bien et dont nos enfants sont heureux d'y être. Les deux personnes qui m'ont précédée sur cette estrade ont parlé d'un manque de nourriture. Mais ce n'est pas seulement la nourriture, c'est important. C'est une violence faite aux enfants. C'est de la maltraitance. Et également ces personnes qui viennent, ces intérimaires qui restent un jour, une demi-journée. Un petit enfant de 0 à 3 ans, ont besoin d'une personne référente, d'un attachement. Et avec cette violence qui leur est faite, parce que c'est de la violence, ils ne voient jamais la même personne, ils sont laissés à dormir tout seuls, ils sont mal nourris. Alors, c'est vrai que ce n'est pas dans toutes les structures privées, ça arrive dans le public aussi, et aussi en milieu associatif, mais très peu. Et puis d'abord, c'est pas dans ce milieu-là qu'est mort un bébé. Michel Perron, il y a beaucoup de questions depuis hier. Comment vous allez pouvoir enquêter avec cette commission, avec 2 députés à la tête de la commission qui sont contre et un qui défend les arguments parfois du lobby des crèches? Comment c'est possible d'enquêter dans ces conditions? Eh bien, écoutez, je vais vous dire, je vous dirai ça plus tard, hein, parce que moi, j'ai appris, les dernières 48 heures, j'étais à Toulon pour la protection de l'enfance, et j'ai appris, parce que j'étais pas là pour la constitution, vous savez, il y a toujours une réunion constitutive où est désigné le président, le rapporteur ou la rapporteure, les secrétaires, enfin le bureau, et puis moi, je m'étais proposé d'être membre seulement, et Isabelle Santiago. Idem. On nous a proposé la place de vice-président, mais voilà, on a refusé parce que on n'est pas toujours d'accord avec nos propres partis politiques et groupes politiques à l'Assemblée. Hein. Donc, on peut quelquefois dire non, pas du tout. Je ne veux pas porter la casquette de vice-présidente parce que on n'a pas de pouvoir. De toute façon, le pouvoir, c'est le rapporteur qui l'a. Et pas le président. Hein. Le président n'a pas de pouvoir, c'est le rapport, c'est la rapporteure qui le fait. Et si vous avez bien entendu tout à l'heure ce que vous avez dit, enfin si vous avez entendu ce que Madame vous a dit, j'ai accepté d'être conseillère de la rapporteure. Parce que je veux aussi que soit fait la lumière sur les groupes privés, comme sur le public, comme sur l'associatif. Et pour en revenir à Thibault Bazin, puisque c'est le président de la commission d'enquête, les Républicains, c'est quelqu'un qui fait partie de la commission des affaires sociales avec moi, et qui, oui, par le passé, alors il s'est un peu calmé cette année, c'est vrai qu'il écoute souvent les lobbyistes. Moi, les mails des lobbyistes, je les mets à la poubelle, mais peut-être pas lui. Il s'est calmé parce que quand on a passé en commission des affaires sociales, il faut me suivre parce que c'est compliqué, hein. Quand la PPR, donc la proposition de résolution de William Martinet d'LFI, qui proposait une commission d'enquête hors tirage, c'est important, hein, je vous dirai après, vous expliquerai pourquoi. Monsieur Thibault Bazin a fait quelques amendements en disant aussi, pas seulement sur les crèches privées, mais sur le public
et aussi sur l'associatif. Bon, mes collègues de Renaissance et puis les autres groupes de la majorité ont voté pour, ont voté contre. Bon, les amendements sont passés. C'est pour ça que cette commission d'enquête, in fine, comme ces amendements ont été acceptés dans la proposition de résolution qui est devenue après une commission d'enquête, on pourra enquêter sur le panel que nous avons de structures, c'est-à-dire privées, publiques et associatives. Alors, pour vous dire ce que c'est qu'une commission d'enquête hors tirage ou tirage, chaque groupe parlementaire politique a droit à demander des commissions d'enquête. Ils ont droit à un tirage, c'est-à-dire qu'ils ont droit à une certaine quantité pendant toute une session. Une session, c'est une année en fait. Et donc, on peut demander hors tirage. Mais en fait, après, quand il y a le vote qui est fait de constitution de cette commission d'enquête, l'évidence du demandeur qui soit rapporteur, parce que l'évidence, c'est William Martinet qui l'a demandé, l'évidence comme ça, c'était William Martinet qui devait être rapporteur. J'espère que vous suivez. Non, ben c'est pas facile d'expliquer les rouages. Quand on veut faire simple, on fait compliqué. C'est très complexe. William Martinet aurait pu être de fait rapporteur automatiquement dans ces conditions-là. Si ça avait été une demande qui faisait partie du tirage de la France Insoumise. Mais ils ont voulu hors tirage, peut-être qu'ils ont dans l'idée plus tard d'en demander d'autres sur d'autres sujets. Pour avancer, Michel Perron, lors de la mission Flash sur les crèches, vous avez rendu 54 recommandations début novembre. Vous soulignez qu'il est nécessaire de lutter contre la déréglementation du secteur. Votre rapport indique que les crèches privées se sont développées avec des modèles de rentabilité qui tiennent difficilement compte des besoins fondamentaux des enfants dans une logique de profitabilité. Alors, quelle piste pour encadrer cette lucrativité tout en maintenant un accueil digne pour les enfants? Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, depuis 2004, les micro-crèches ont surgi, privées évidemment, dans le paysage français. Je vais vous dire, heureusement, parce que les crèches publiques et associatives n'étaient pas assez nombreuses. Donc, il y a eu cette ouverture-là, mais évidemment, comme toute nouveauté, et là c'est grave parce que ça concerne nos enfants, nos petits-enfants, il n'y a pas eu de contrôle. Ça s'est, Développé, merci. Développé, en veux-tu, en voilà, sans contrôle. Évidemment, les taux d'encadrement sont les mêmes, devaient être les mêmes, que ce soit pour le privé, le public ou l'associatif, mais ça n'a pas été respecté. Le taux d'encadrement, c'est combien d'enfants par adulte, par exemple? Suivant l'âge de l'enfant. Ah oui. Voilà. Il y a 2 personnels qualifiés, qui doivent s'occuper d'un enfant qui ne marche pas. Alors, 1 pour 5... Non, mais 1 pour 5, c'est la globalité. Je vais résumer. Donc, un adulte pour 8 enfants qui marchent ou un adulte pour 5 enfants qui ne marchent pas. Et d'âge mélangé, un adulte pour 6 enfants. D'ailleurs, on était à une manifestation le 19 octobre dernier et une salariée qui était dans le mouvement Pas de bébé à la consigne manifestait. Elle s'appelle Sabrina Rocco, éducatrice de jeunes enfants, directrice dans une crèche municipale. Elle est syndiquée à la CGT. Et pour elle, le nerf de la guerre, c'est justement cette histoire de taux d'encadrement. Donc, combien d'enfants à la charge d'un adulte? Je vous propose de l'écouter. Il y a un ras-le-bol généralisé, il y a de la démoralisation parce que ça fait des années qu'on se bat. Moi, depuis que je suis en formation, donc depuis 2008, on milite dans Pas de bébé à la consigne pour des taux d'encadrement qui soient humains, puisqu'il faut savoir que actuellement, on est toujours à 1 pour 5 enfants qui ne marchent pas ou 1 pour 8 qui marchent. Concrètement, on est toujours en tension, on n'y arrive pas. La caisse qu'on est serrée au fond de cette crèche, chantent les bébés entassés au mètre carré.
les bébés entassés au mètre carré. Justement, c'est le problème dans les crèches aujourd'hui. Alors, Michel Perron, vous avez fait des recommandations. Quelles sont vos recommandations pour éviter cette dérive de surnombre, de problèmes de taux d'encadrement dans les crèches ? Justement, j'ai confondu avec nos recommandations, excusez-moi. Oui, donc nos recommandations, c'est évidemment pour des enfants qui marchent, au lieu de 1 pour 8, c'est 1 pour 7 ou 6. Vous l'avez sur écrit? Parce que moi, je l'ai écrit là. Hein. De façon globale, vous demandez un ratio moyen d'un adulte pour 5 enfants d'âge lorsqu'ils marchent et de 3 enfants par adulte lorsqu'ils ne marchent pas. Voilà. Je recommence. C'est ça. Ouais, c'est bon, c'est ça. Autre question, votre rapport, cette mission Flash, vous parlez beaucoup de la formation du personnel. C'est un des points essentiels de votre rapport. Donc, qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui? On se rend compte qu'il y a des problèmes de formation au sein des crèches en France. Oui, alors déjà, avant de parler de formation, qu'il n'y ait plus d'intérimaires. Donc, avant, il va falloir réellement former le personnel. Voilà, parce que le prédécesseur d'Aurore Berger a eu la mauvaise idée à l'été 2022 de faire rentrer dans les structures de crèche des personnels non qualifiés pour boucher les trous, en gros c'est ça. Nous on l'a su évidemment après, après la bataille comme on dit, et c'était fait. Donc nous on veut plus de ça avec Isabelle Santiago, on veut surtout plus de ça. Les intérimaires on n'en veut plus, mais évidemment on va nous dire oui mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a les personnels de la petite enfance, il y a le CAP de la petite enfance, c'est on va dire, c'est le Graal pour la personne professionnelle qui veut s'occuper d'enfants dans une crèche. Nous voulons, comme les neurosciences ont fait énormément de progrès sur les petits-enfants, il faut revoir le fond de la formation, pas la forme, mais le fond. C'est-à-dire, il faut mettre d'autres éléments, notamment sur les neurosciences, l'avancée des découvertes qui ont été faites suite aux 1000 premiers jours d'un Varois, qui n'est pas très loin d'ici, Monsieur Boris Cyrulnik. Vraiment, comme je le disais tout à l'heure, l'enfant doit être considéré, doit être au centre vraiment des préoccupations et pas un enfant comme ça laissé en garde. Il faut vraiment que le moment qu'il passe en crèche soit pour lui un moment de développement. Et ensuite, interdire les formations par Internet du CAP de la petite enfance. Parce que c'est très bien qu'il y ait une formation par Internet, mais on s'est aperçu qu'ils ne faisaient pas de stage, qu'ils ne faisaient pas, comme toute formation, in situ, c'est-à-dire dans une crèche. Donc on impose une formation d'1 an. Une formation in situ, c'est-à-dire un stage in situ avec des enfants. Parce que jusqu'à présent, ces personnes-là sont évidemment embauchées parce qu'elles ont leur CAP petite enfance, mais elles n'ont jamais été au contact d'un nouveau-né comme d'un enfant de 1, 2, 3 ans. D'ailleurs, il y a des personnes d'un institut de formation ici. Je pense que le débat sera intéressant tout à l'heure. Je vous remercie, Michel Perron, d'être venu et nous nous retrouvons pour le débat tout à l'heure. Le privé à but lucratif se défend d'être le seul responsable de la dérive du secteur. Les autorités publiques sont accusées d'avoir mis en place aussi un système de financement aux effets pervers, un système de financement à l'heure ou de subvention à l'heure et non à la journée, ce qui pousserait au remplissage, voire au surbooking dans certaines crèches. Alors d'habitude, on entend parler de surbooking plutôt avec les compagnies aériennes qui vont remplir plus les avions en pariant sur des annulations. C'est plus ou moins le même système dans les crèches. Il faut savoir qu'il y a un nombre d'enfants selon le mètre carré, selon le nombre de salariés, il y a beaucoup de critères. Mais dans certaines structures, remplir en surnombre, ce qui peut être autorisé par la loi, est devenu une pratique quotidienne. C'est-à-dire que par un souci de rentabilité,
les crèches vont être remplies au maximum constamment. C'est le cas notamment dans de nombreuses structures privées comme Babylou à Saint-Priest. Cette crèche de Babylou que nous avons documentée avec Mathieu Péris accueille en temps normal 65 enfants. Ils sont autorisés à accueillir 78 enfants occasionnellement, en cas d'urgence ou de dépannage pour les parents. Mais en 2021, des inspecteurs de la PMI se sont rendus compte que cette crèche était tout le temps à son maximum. C'est une pratique à la limite de la légalité, ont-ils indiqué. Ils ont demandé à Babylou de se conformer et d'atteindre une moyenne de 65 enfants sur la semaine. Babylou se défend en disant que ce fameux taux d'encadrement que vous connaissez tous par cœur maintenant est respecté et que les pics atteints ne le sont que sur 1 heure ou 2. Sauf que ce n'est pas une exception. Cette course au remplissage, nous l'avons constaté dans de nombreuses structures. Notamment dans la partie Grand Est et Sud de la France, nous avons trouvé des échanges écrits d'un manager de Babylou. Nous le surnommerons Monsieur Chiffre. Monsieur Chiffre a pour mission notamment de faire des relances. Nous avons plus que 5800 heures de retard, plus que 3400, encore un petit effort. Dans ces mails, les crèches en couleur verte sont les bons élèves. En rouge, ce sont les crèches retardataires. Ça veut dire que les directrices de crèches doivent à tout prix signer des bons de commande, c'est-à-dire trouver des enfants, même pour quelques heures dans la semaine. En Île-de-France, nous avons rencontré une ancienne directrice de crèche du groupe Babylou. Elle a fini, elle, par jeter l'éponge, car à la fin, elle voyait des dollars au-dessus de la tête des enfants. Elle nous a montré tous ces tableaux Excel, ces taux d'occupation, de profitabilité qu'il fallait absolument remplir à chaque fois. Cette pratique de sur-régime est d'autant plus dénoncée que les crèches sont en sous-effectif, sont en sous-régime. Alors, le 19 octobre, partout en France, il y a eu une grande manifestation, à Marseille notamment, du mouvement Pas de bébé à la consigne, qui dénonce depuis des années la dégradation dans les crèches. Il y avait notamment Aïcha Abdallaoud. Elle est auxiliaire de puériculture depuis 34 ans. Elle fait partie du groupe Les Petits Chaperons Rouges à Aix-en-Provence. Elle est syndiquée à Force Ouvrière Action Sociale. Je vous propose de l'écouter. Les enfants sacrifiés, des salariés usés, contre cette réforme on lutte encore. Les problématiques que je crois qu'on rencontre un peu de partout, c'est-à-dire surbooking, manque d'effectifs d'encadrement, toujours à la recherche. On travaille avec des non-diplômés du coup et ça nous donne un travail supplémentaire pour pouvoir les encadrer correctement. Il y a des arrêts maladie en cascade parce qu'on a une surcharge de travail impressionnante. Les directrices qui sont partagées en deux entre la direction du groupe et son équipe, qui font des burn-out tout le temps. Voilà. Aïcha, vous avez un mégaphone à la main devant la préfecture de Marseille. Qu'est-ce que vous revendiquez aujourd'hui ? Je revendique les augmentations de salaire de au moins 10%, le taux d'enfants par encadrant à 5 au lieu de 8, une meilleure formation et une formation continue et surtout embaucher du personnel qualifié. Bonsoir Muriel Schneider, Aurélie Debris. Vous êtes éducatrice de formation, directrice de crèche, membre de ce syndicat qui est apolitique, je le précise. Muriel Schneider, vous êtes directrice d'une crèche associative à Marseille, Enfance et Différence. Aurélie Debris, vous êtes à la tête de micro-crèches dans un grand groupe privé, les Petits Chaperons Rouges. Et vous êtes toutes les deux dans des réalités différentes, mais des problèmes communs. Alors, on va commencer aussi par l'actualité. Pour votre syndicat, c'était un très mauvais signal ce qui s'est passé hier avec la commission d'enquête sur les crèches. Je cite votre communiqué. Comment peut-on mettre un président et rapporteur, 2 députés qui ont porté des amendements écrits par la Fédération française des entreprises de crèches, le lobby des crèches ?
Que craignez-vous avec la configuration de cette commission d'enquête sur les crèches ? En fait, on a peur au niveau de l'impartialité sur cette commission d'enquête, tout simplement, sachant qu'en fait, les lois qui ont été promulguées ces dernières années vont en la faveur des entreprises privées. Toute cette déréglementation qu'on a connue avec la loi Norma, ça favorise du coup tout ce qui se passe malheureusement dans les structures privées, et on a peur que du coup cette commission soit pas aussi impartiale que ce qu'on attendait ces derniers jours. Muriel, même avis ? Oui, tout à fait. Alors, deuxième question. On a pu entendre donc, Michel Perron qui a fait 54 recommandations pour lutter contre la déréglementation dans les crèches et replacer l'enfant au cœur du sujet. Vous, qu'est-ce que vous retenez de ces recommandations ? En fait, il y a dans un premier temps un côté très, très optimiste. On disait qu'enfin, le fond du sujet était pris en considération. C'est vraiment l'enfant et son bien-être, son accueil, sa prise en charge. Donc, dans un premier temps, c'était top d'avoir enfin ce type d'argument. Ensuite, en lisant ces 54 propositions, on se pose beaucoup de questions, se disant ça nous paraît idyllique, c'est tellement beau, mais concrètement parlant, sur le terrain, comment ça va se passer ? Quels sont les moyens que nous allons avoir ? Est-ce que ça va vraiment être réalisable ? Je précise que donc, Madame Perron est en train de préparer une proposition de loi à partir de ces 54 recommandations avec Madame Isabelle Santiago, qui est députée socialiste pour 2024, pour le semestre 2024. Vous, Aurélie Debry, dans ces recommandations, est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent intéressantes ? En fait, ces recommandations, c'est finalement ce que Pas de bébé à la consigne réclame depuis des années. Donc, de se dire que depuis des années, on alerte, que depuis des années, on attend que ces recommandations enfin soient entendues et finalement posées sur papier, on se dit pourquoi on n'a pas été entendu avant ? Voilà, tout simplement. Donc, forcément, beaucoup de choses sont à prendre. La formation continue, on est complètement d'accord avec ça. La formation, pouvoir dégager les professionnels de leur terrain pour qu'elles aillent se former, juste déjà ça, c'est énorme et c'est très rarement possible sur le terrain. Donc, forcément, accueillir des professionnels qui ont les compétences et les diplômes pour accompagner ces jeunes enfants. La revalorisation, forcément, passe par là, puisque plus on a de compétences, plus on peut être reconnu avec le salaire. Et puis le taux d'encadrement, on n'en parle pas, parce qu'on se bat depuis des années pour qu'il soit revu à la baisse, pour pouvoir avoir une bonne qualité d'accueil. Donc, voilà. On vient d'entendre Aïcha parler des problèmes de surbooking dans les crèches. Vous, est-ce que vous avez constaté cette pratique ? Qu'est-ce qui vous est remonté au sein de vos syndicats ? C'est une réalité. C'est une réalité qu'on rencontre dans tous les domaines, que ce soit le privé, le public et l'associatif. C'est une réalité du terrain. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que derrière tout ça, on a la pression de nos partenaires, c'est-à-dire la CAF, qui vient, puisque c'est celui qui paye. C'est celui qui nous amène la manne, et donc on est tenu de respecter les impératifs qui nous sont tenus. Donc de ce fait, on est pris entre le marteau et l'enclume, à savoir on doit accueillir les enfants, permettre aux citoyennes et aux citoyens de pouvoir aller travailler et donc de faire garder leurs enfants. Et d'un autre côté, accueillir ces enfants dans les meilleures conditions possibles, avec des équipes de personnes compétentes, bienveillantes, et donc tout ce que ça entraîne donc, de ce fait. Il y a eu de nombreuses annonces depuis quelques mois de la part de Jean-Christophe Combe, puis Aurore Berger. On attend toujours donc, de savoir comment ça va vraiment être mis en place. Vous, qu'est-ce que vous retenez de ces annonces ? Qu'est-ce qu'on retient de ces annonces ? Qu'est-ce qui vous paraît le plus intéressant pour la suite ? Sincèrement, ce qu'on retient, c'est déjà qu'elles sont présentes, certes, mais en fait, on est arrivé à un point de rupture quand même dans le secteur, et je pense que voilà, ce qu'on aimerait retenir, c'est qu'on se mette en action, surtout au niveau du gouvernement, parce que nous, en action, on y est tout le temps sur le terrain, non-stop. Et voilà, là, je pense que c'est ça dont on a besoin, c'est qu'enfin, on nous propose des solutions concrètes avec des délais.
parce que voilà, on était censé être valorisé en dernières annonces autour de janvier 2024. On attend toujours de savoir combien, comment, pourquoi, qui. Toujours rien. Janvier 2024, c'est dans 15 jours. Donc voilà, il nous manque. On a les annonces, ok, mais maintenant, il nous manque vraiment. Et en fait, voilà, de ce qu'on a à retenir, c'est maintenant, qu'est-ce que vous allez faire pour nous, en fait, et pour les enfants et les familles, forcément. Depuis plusieurs mois, il y a eu ce rapport de l'IGAS, il y a eu des enquêtes, des livres, des impacts forts. Qu'est-ce qui a changé depuis 1 an, au final? Rien. Sur le terrain, pas grand-chose. C'est même de plus en plus compliqué parce que du coup, en plus d'avoir la pression qu'on avait habituellement, on a les familles qui sont inquiètes, et ce qui est naturel. On a les gestionnaires, qu'importe le secteur. Hein. Voilà, du coup, dans le syndicat, on a énormément de témoignages et qui, du coup, mettent encore plus la pression pour faire toujours mieux avec les enfants, mais avec toujours moins quand même. Et du coup, c'est vrai que pas grand-chose ne change et on aimerait que ça change. On se bat au quotidien pour ça. Et c'est vrai que pour l'instant, après, je ne sais pas toi, ton ressenti. Muriel Schneider, à vous? Oui, en fait, depuis 1 an, ce qui a changé, c'est qu'on a eu le sentiment d'être un tout petit peu plus entendu et reconnu. Parce que malheureusement, avec ce drame de Lyon, il y a des gens, il y a des médias qui se sont intéressés à nous. Avec Aurélie, ça fait quelques années que nous sommes présentes. Ce n'est pas le 19 octobre que la lutte a commencé. Ça fait des années que nous sommes chaque année, et plusieurs fois par an parfois, face à la préfecture, et nous rencontrons à chaque fois en délégation les représentants de la préfecture. Et notre discours, il est toujours le même. La lutte de pas de bébé à la consigne, au niveau national, on a le sentiment de n'avoir pas été entendu. Et malheureusement, depuis cet événement dramatique, les médias se sont un petit peu plus intéressés à nous. Et vous, avec votre livre, vous nous avez permis une visibilité qu'avant on avait un mal fou à raconter. Voilà. Donc merci en tout cas. Nous, on a enquêté, mais c'est les salariés, les acteurs du terrain qui dénoncent depuis des années. Hein. C'est ça qu'il faut dire aussi. C'est vrai que c'est fou que ça éclate que maintenant seulement. Pour finir, peut-être, qu'est-ce que vous attendez de ce service public de la petite enfance, qui est promis, qui doit être mis en place d'ici 2025? On attend tout. Alors tout à l'heure on n'attendait rien, mais finalement on attend tout. Qu'est-ce qu'on attend? En fait, voilà, tout ce qui a été mis en travail du coup ces dernières années, que ce soit le rapport des 1000 jours ou même les rapports d'avant finalement, puisse du coup enfin servir à quelque chose. Et soit concrètement mis au service de l'enfant. Et puis que du coup, en fait, tout simplement, tout puisse être centralisé, parce que finalement, depuis des années, on ne sait pas à qui la petite enfance appartient. Un coup, on est du côté de la santé, un coup, on est du côté de la solidarité. Donc, il serait temps, je pense, en France, qu'on puisse avoir quelque chose de construit avec tout le monde autour de l'enfant. Et puis après, pourquoi pas à plus grande échelle, avec du lien avec l'éducation nationale, etc. Et en fait, voilà, tout simplement qu'on puisse travailler ensemble et que la petite enfance soit reconnue comme une entité à part entière au sein du gouvernement et du coup du travail. Voilà. Et vous, Muriel Schneider, pour finir? Pour finir, que tous ces effets d'annonce passent à l'action, la vraie action, et concrètement qu'on puisse au quotidien, et surtout ce qu'on oublie, ce sont nos tout petits, les petits qui sont les citoyens de demain, qui ont le droit, qui méritent qu'on les accueille et qu'on les prenne en charge correctement. Merci à vous, on se retrouve au débat. Pour cette enquête, j'ai passé plusieurs journées en crèche, dont une au sein du groupe People and Baby, sans caméra cachée, pour comprendre. Il a fallu être très discret car le groupe avait verrouillé toute communication depuis le drame de Lyon. Sur place, le directeur de cette crèche m'a montré comment il essayait d'aider ses salariés sur le terrain, de respecter leur temps de travail, mais il devait freiner des 4 fers face aux commerciaux. Il me confiait alors: l'intérêt des salariés et l'intérêt des enfants passera toujours avant l'intérêt financier d'une entreprise. Nous avons envoyé des questions à la ministre Aurore Bergé. Nous attendons toujours. Nous avons également envoyé
de nouvelles questions et demandes d'interview au lobby des crèches, la Fédération française des entreprises de crèches, sans réponse à ce jour. En juin, leur chef, Elsa Hervy, maintenait cette position, je cite, « Les maltraitances sur les enfants sont d'abord une faute individuelle », ce qui va à l'encontre de tous les rapports qu'il y a eu ces dernières années, des nombreuses enquêtes qui sont sorties, c'est-à-dire que la maltraitance économique fait le lit des maltraitances sur les enfants. Pour le lobby des crèches, les entreprises ne sont pas le problème, mais l'une des solutions. Le lobby des crèches réclame des solutions contre la pénurie de personnel, contre le manque de formation. Pour eux, c'est là que le problème se trouve. S'il y a des dysfonctionnements dans le secteur privé, ils renvoient aux problèmes dans le secteur public également. En 20 ans de privatisation, un glissement s'est opéré. Des PME aux valeurs pédagogiques innovantes au départ sont devenus des grands groupes, de plus en plus dirigés par des considérations purement financières. Des directrices de crèches ont vu leur métier évoluer au point de devenir parfois des commerciales, de devoir distribuer des flyers. Elles voient des supérieurs arriver, des cadres dirigeants qui ne viennent pas de la petite enfance, qui peuvent aussi bien arriver des laboratoires Biomérieux que de Pizza Hut, Danone, Etam ou des cabinets de conseil KPMG. L'attente est immense autour de ce service public de la petite enfance pour limiter les dérives de la marchandisation du secteur. Il en va de l'avenir des enfants dans ces structures, en espérant qu'il n'y ait plus de crèches low cost en France. C'était Le business des crèches, une enquête de Daphné Gastaldi. Chaque mois, un ou une journaliste raconte sur scène une enquête inédite face à vous. Le mois prochain, nous nous intéresserons à la compagnie maritime CMA-CGM, grande multinationale dont les salariés du siège, à Marseille, sont en souffrance. Ce podcast vous a plu? N'hésitez pas à parler de notre projet autour de vous et à nous attribuer des étoiles. Et n'oubliez pas, l'actualité se raconte aussi dans notre newsletter. L'inscription est gratuite depuis notre site mediavivant.fr. Le projet ne grandira pas sans vous, alors merci et à bientôt.